tous, bienvenue à ce direct Facebook de la chaire publique de l'Allier. Je m'appelle Louis-Philippe Tremblay, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de ce que les anciens Grecs peuvent nous apprendre aujourd'hui. On a un gros programme quand même à regarder aujourd'hui, on a plein de questions à poser à nos deux invités. Donc, démocratie, philosophie, organisation sociale, ce sujet-là est vraiment volontairement vaste et ça peut mener vraiment à un grand spectre de réflexion. Connaître le passé, c'est évidemment se donner les outils pour comprendre le présent, mais peut-être espérer un avenir meilleur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là, dans la prochaine heure et demie. Là. On va regarder ça avec nos deux invités. On va avoir trois thématiques qu'on va explorer dans ce large spectre de sujets aujourd'hui. Il y aura la politique, la société et la philosophie, et également l'art et la religion. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi pas la politique, hein? On commence tout de suite en grand parce que, on le sait, quand on parle de démocratie, on a tous tout de suite une image là, des Grecs anciens, justement, mais j'aimerais savoir comment les Grecs définissaient le pouvoir politique et est-ce que, justement, cette démocratie-là, ils la souhaitaient tous? Donc, est-ce qu'ils souhaitaient tous la mise en place d'un modèle démocratique? Alors, moi, je suis spécialiste des Lumières et pas de l'Antiquité. Alors, je ne sais pas vraiment comment les Grecs en général définissaient le pouvoir politique, et j'imagine qu'il y avait plusieurs définitions. Je vais parler simplement de la définition que moi je connais, qui est celle d'Aristote, dans les Politiques, où en fait, il définit le citoyen comme celui qui est gouverné. Et donc là, c'est une définition qu'on a encore aujourd'hui. Mais Aristote ajoute aussi un élément qu'on a un petit peu perdu de vue aujourd'hui, je crois, c'est que le citoyen est celui qui a la capacité d'être gouverné et de gouverner aussi. Et moi, je trouve ça très intéressant, cette conception du pouvoir politique comme quelque chose qui circule, comme quelque chose qui est partagé. Et on a un petit peu perdu de vue cette définition aujourd'hui. Alors, concernant le modèle démocratique, je pense que non, évidemment, tous les Grecs ne souhaitaient pas mettre en place un modèle démocratique, puisqu'il y avait plusieurs régimes politiques. Il y avait évidemment des monarchies, des démocraties et des oligarchies en Grèce ancienne, évidemment. Ce que Flora vient de dire est tout à fait juste. Je me baserai davantage sur Aristote, moi aussi, par goût. Et parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide et proche de la réalité comme analyse. Ce qui est fascinant, c'est que dès le livre 1 des Politiques d'Aristote, Aristote, et c'est unique, je pense, dans la littérature grecque, on peut dire qu'Aristote est le seul, en un sens, véritable théoricien du politique, c'est-à-dire capable et voulant analyser les différentes formes de régime politique dans le détail. Comment les constitutions sont structurées, qu'est-ce qui les distingue les unes les autres, etc. Mais déjà, au livre premier des Politiques, dès le début, Aristote va tenter de montrer différentes formes de pouvoir, justement pour dégager le pouvoir proprement politique. Il va distinguer le pouvoir familial, par exemple, celui du maître de la maison, sur l'épouse, sur la maisonnée, on dira, etc. Il va distinguer ça aussi du pouvoir despotique, hein, c'est-à-dire celui qui est capable d'asservir et qui a un droit de regard quasi absolu sur l'autre, etc. Et par contraposition, il va essayer de montrer en quoi le pouvoir politique est quelque chose d'autre. Et il va dégager certains traits que Flora justement a mentionnés à juste titre. Une des données fondamentales du pouvoir politique, c'est la capacité double à la fois de pouvoir gouverner et d'être gouverné. Donc, comme Aristote le dit, kataméros ou enmerai, c'est-à-dire à tour de rôle, le citoyen au sens plein du terme, c'est celui qui a la possibilité et la capacité de prendre en charge une magistrature, quelle qu'elle soit politique, juridique, etc. Et donc, et comme Aristote se méfie
dans un contexte, disons, d'une démocratie idéale, de la possibilité que quelqu'un qui ait une sorte de captation du pouvoir, l'idée du cataméra, c'est-à-dire à tour de rôle, est fondamentale. Donc, si quelqu'un est privé, si un citoyen est privé de la capacité de temps en temps d'assumer une charge politique, il est privé de sa liberté politique purement et simplement. Et donc, ça forme vraiment le cœur. L'autre élément qu'on pourrait aussi ajouter, ça fait partie des deux thèses ou les deux caractères fondamentaux, si vous voulez, de la démocratie pour Aristote, c'est les deux traits, c'est d'une part de pouvoir assumer une charge à tour de rôle, puis l'autre trait, c'est la possibilité de vivre comme on veut, de vivre librement. Donc alors pour tous les Grecs, et quand Aristote dit ça, c'est pas même forcément son avis, c'est ce qu'on répète, hein. Dans un régime démocratique, on peut vivre comme on veut. Okay? On a cette capacité de liberté, de choix de vie en quelque sorte. Je ne sais pas si je peux ajouter, je voulais simplement rebondir sur quelque chose que tu as rappelé vraiment à juste titre. C'est la distinction des pouvoirs qu'Aristote fait dès le début de la politique, quand il montre bien que le pouvoir politique n'a rien à voir avec le pouvoir qui s'exerce au sein de la famille. Et c'est quelque chose que les Lumières ont repris. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'on trouve chez Rousseau. Rousseau commence la première version du contrat social, le manuscrit de Genève, en rappelant que le pouvoir politique n'a rien à voir, le pouvoir du magistrat sur les citoyens n'a rien à voir, par exemple, avec le pouvoir du père sur ses enfants. C'est ce qui le distingue des théoriciens de la monarchie absolue, comme Bossuet, qui modélise le pouvoir du roi comme celui d'un père bienveillant sur les enfants. Bien sûr. Et je pense qu'on aurait vraiment intérêt à s'en souvenir aujourd'hui parce que, d'une certaine manière, parfois un peu insidieuse, on voit certains politiciens essayer d'instaurer un rapport affectif avec les citoyens. Oui, le père de la nation. Le père de la nation. Oui, bien sûr. On a entendu des présidents dire « je vous aime ». Ça n'a aucun sens de dire « je vous aime » à des citoyens. Et je pense qu'on aurait vraiment besoin de relire le début des politiques d'Aristote. Intéressant, une autre matrice aristotélicienne à Rousseau. Et oui, j'aurais pu en parler aussi hier. Vous avez fait une belle description un peu de comment Aristote décrivait justement cette démocratie-là. Est-ce que pour lui, il s'agissait d'un idéal politique qui n'a jamais été atteint? Alors, il faut être prudent avec... quand on regarde le projet politique d'Aristote, si on arrive à le décoder d'ailleurs, parce qu'il est très complexe, en fait, c'est surtout qu'Aristote, au premier chef, n'est pas d'accord avec la tyrannie, il refuse l'oligarchie pure et il tente de défendre une certaine forme de démocratie. Ça ne fait pas d'Aristote un partisan à tous égards de la démocratie et à n'importe quelle condition. Il faut être bien clair là-dessus. C'est juste que dans un contexte philosophique où des auteurs, notamment Platon, est très hostile à la démocratie, viscéralement hostile à l'idée même de la démocratie. Il faut se rappeler que Platon n'est pas seulement quelqu'un qui est contre la démocratie, c'est le théoricien de l'impossibilité de la démocratie, de son ineptie fondamentale. D'accord? Et Aristote, c'est pour ça qu'il est l'antidote. C'est pas qu'il va à l'autre extrême en disant « seule la démocratie vaut », c'est plutôt qu'il réinscrit la démocratie comme un régime possible parmi les bons régimes possibles, sous certaines conditions. Mais déjà, ça, vous vous rendez compte comment c'est énorme. Okay? Qu'on quitte le terrain de l'idéologie et qu'on entre dans le détail des régimes eux-mêmes et qu'on puisse montrer comment ils fonctionnent et comment ils sont valables, c'est un geste extraordinaire dans l'histoire et qui a marqué d'ailleurs l'histoire. Puis, justement, vous avez parlé de Platon et d'Aristote, donc qui s'opposent, mais est-ce qu'il y a un dialogue qui s'installe entre les platoniciens et les aristotéliciens? Tu veux répondre, Florent? Oui, alors je vais ajouter quelques mots sur la question précédente. Dans le livre 3 des Politiques, Aristote
donne une définition assez négative de la démocratie. Tu me corriges si je dis une bêtise, mais il place la démocratie au nombre des constitutions déviées, au nombre des mauvaises constitutions, parce qu'il dit que la démocratie, c'est lorsque le plus grand nombre, la foule, la populace, gouverne dans son intérêt propre, dans l'intérêt de la populace, au lieu de gouverner pour l'intérêt commun. Et alors pour la constitution droite, la bonne constitution qui correspondrait à ça, c'est-à-dire le régime où c'est la majorité, la foule, qui gouverne dans l'intérêt commun, il n'appelle pas ça de démocratie, il appelle ça d'un terme un peu bizarre, il appelle ça la politie, la politeia. Et là, on a vraiment l'impression que c'est ça son régime idéal, mais il en souligne, il dit que c'est très difficile et que c'est presque irréalisable. Et ce régime contient quand même pas mal d'éléments de démocratie. Oui, bien sûr. On n'est pas dans la tyrannie, on n'est pas dans l'oligarchie. Mais on est dans un dosage avec un certain pourcentage, pourrait-on dire, de procédés démocratiques, mais sans aller dans l'extrême et sans que cette démocratie se tourne uniquement dans l'intérêt du peuple, mais qu'elle garde, comme Flora dit, l'intérêt commun. C'est ça le point. Et oui, alors sur le rapport à Platon, je pense qu'Aristote n'aurait pas été Aristote s'il n'avait pas lu Platon pour s'opposer à lui. Dans les politiques, il le critique en règle. Enfin, il y a un chapitre qui est dédié à la critique des lois de Platon, mais je pense que tu pourras nous en parler de manière plus exacte que moi. Critique des lois et critique de la République. Au livre 2 des politiques, les chapitres 1 à 6 sont une critique très sévère de la République de Platon. Donc les chapitres 1 à 5, c'est contre la République, et le chapitre 6, il expédie les lois en un chapitre. Quoi. Et, mais ces critiques sont extrêmement percutantes, selon moi. Et souvent, dans l'histoire, on a vu des gens s'opposer à des régimes autoritaires. Parce qu'au fond, ce que Platon défend dans la République, c'est une forme de régime autoritaire. Certains vont même jusqu'à dire totalitaire, mais en tout cas autoritaire. C'est un petit groupe de savants, de philosophes. Ça tombe bien, moi je suis philosophe, donc si j'étais dans la République, c'est moi qui régnerais et je pourrais vous mener au bâton. Ça serait pas mal, ça, non? Donc, ils flattent les philosophes en ce sens-là, qui en principe sont ceux qui savent, et qui savent d'une science sûre, et qui, de là, sont habilités à gouverner sans égard de l'opinion des autres, puisque les autres sont dans l'opinion, tandis qu'eux, ils sont dans la science. Bon, je caricature, mais pas tant que ça. Mais ça fait écho quand même à des discussions qu'on entend ces temps-ci, justement, avec la science et l'opinion qui se combat. C'est tellement actuel en ce moment. Quand on dit que le peuple, enfin un citoyen lambda ne peut pas donner d'avis ou prendre une décision parce qu'il n'a pas, comme on dit, une connaissance des dossiers. Alors je ne sais pas comment on dit ça en québécois, mais en français on dit tu connais pas les dossiers, c'est-à-dire tu n'as pas la science technocratique nécessaire pour prendre une décision. Comment les Grecs anciens justifiaient aussi l'existence des classes sociales inégalitaires au sein de la démocratie, et comment ils conjuguaient l'idéal d'égalité du système démocratique, puis aussi la présence, par exemple, d'esclavage ou la discrimination envers les femmes? Je laisse répondre Flora, je pense que c'est une question qui t'intéressait oui, aussi. Qui m'intéresse. Bon, et encore une fois, tu pourras me corriger. Alors, encore une fois, je vais m'appuyer surtout sur Aristote, parce que je le connais mieux que Platon. Et j'ai l'impression que Platon, la question de l'inégalité, en fait, il ne la construit pas en question parce qu'il considère que c'est un fait et il la légitime. Alors que Aristote se bat quand même avec cette question-là, il affronte cette question-là. Et alors, dans le livre 4, on voit très bien qu'Aristote est un pragmatique. C'est un pragmatique et il reconnaît l'existence de 3 classes sociales. Il dit, dans toute cité, il y a 3 classes sociales. Il y a les pauvres, il y a les riches et il y a la classe moyenne. Et la solution qu'il imagine pour établir une vraie communauté politique, donc qui repose sur une forme d'égalité entre les citoyens, c'est de s'appuyer sur la classe moyenne. Et il dit
la communauté politique la meilleure est celle qui s'appuie sur une classe moyenne. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est génial. Et Rousseau reprend ça. Rousseau souligne bien que la classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui ont suffisamment de biens pour être indépendants, qui ne dépendent pas des autres, mais qui n'ont pas suffisamment de biens pour acheter les autres ou pour dominer les autres, ce sont ces gens-là qui constituent la base fondamentale de la démocratie. Qui maintiennent une sorte d'équilibre et tout ça. Ça, c'est merveilleux de trouver dans les chapitres 11 et 12 du livre 4, un petit exposé sur la mésotèse, le juste milieu et l'intermédiaire. Et donc, Aristote dit, quand par exemple, les pauvres s'allient aux gens de la classe moyenne, ça fait une base solide. Ou à la rigueur, ça peut être les riches qui s'allient avec les gens de la classe moyenne. Mais que les pauvres s'allient aux riches aux pauvres, ça, vous ne verrez jamais ça. Et donc, alors, les deux situations sont possibles. Ou bien la classe moyenne est très importante et on aura une cité stable et assez agréable, avec pas trop de tension, et de stasis, c'est-à-dire de révolution et de sédition. Ou bien, deuxième cas, la classe moyenne peut s'allier soit avec les riches, soit avec les pauvres. Et dans ce cas-là aussi, ça fait quand même une assise très importante. Et donc, cette réflexion sur le juste milieu, mais déjà, on est très très loin de l'hypothèse des savants qui doivent nous diriger. Là, le juste milieu, c'est les gens moyens, avec qui ont un peu d'indépendance, et puis qui sont capables de quoi? Mais à la fois de gouverner et d'être gouvernés. Aristote nous dit, les gens très riches, qui ont tout d'avance, n'aiment pas être gouvernés. Et les gens très pauvres, qui n'ont jamais rien eu, ont l'habitude d'être gouvernés, mais ils n'ont pas l'habitude de gouverner. Donc, la classe moyenne permet, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est très intéressant. Il y a une analyse politique, mais aussi sociologique qui est liée à ça. Puis qui est extrêmement, encore une fois, applicable à aujourd'hui. La classe moyenne. Les politiciens, les groupes politiques parlent de la classe moyenne constamment, tout à fait. Avec des définitions très différentes. Oui. Puis encore, quand on parle du repartage des richesses, ben c'est un peu ça. C'est de dire, est-ce qu'on essaie que les riches soient un peu moins riches pour se rendre dans la classe moyenne? Absolument. Et donner un petit peu plus aux pauvres. Là. Tout à fait. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, c'est vraiment un problème très actuel parce que, comme vous dites, les politiciens parlent beaucoup de la classe moyenne alors qu'elle est en train de disparaître. Moi, je vis aux États-Unis et je vois la classe moyenne disparaît alors que les inégalités se creusent. Et certainement que la crise actuelle de démocratie qu'on est en train de vivre a un lien avec ça, est en lien avec la transformation du corps social. Très intéressant tout ça. Au-delà des aspects politiques et légaux, comment Aristote percevait la question éthique de l'esclavage, justement, en lien avec tout ça? Sarah, tu y allais? Oui, puis après, c'est toi qui vas commencer. Oui, alors, c'est moi qui... J'ai insisté sur cette question parce que je trouve que la discussion qu'Aristote fait de l'esclavage, toujours au livre 1 des politiques, il commence quasiment par ça, est vraiment très intéressante parce qu'on a une idée reçue selon laquelle Aristote serait favorable à l'esclavage et tous les Grecs seraient favorables à l'esclavage, donc seraient d'horribles esclavagistes. Et en fait, la définition que donne Aristote de l'esclave est très intéressante parce qu'elle ne se fonde pas sur des critères purement légaux. Il ne dit pas la loi définit qui doit être esclave et qui ne l'est pas. Ou en tout cas, la définition de l'esclavage n'est pas seulement légale. Ce n'est pas parce qu'on est de parents esclaves qu'on est forcément esclave. Alors, il donne deux définitions de l'esclavage, et de l'esclave, qui me semblent intéressantes. La première, c'est une définition qu'on pourrait dire fonctionnelle ou instrumentale. Il dit « l'esclave, c'est un instrument animé ». L'esclave, c'est un être humain qui, en fait, est un outil, mais qui est un outil plus performant parce qu'il a une intelligence. Donc, il peut s'adapter aux tâches de son maître. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que beaucoup d'hommes qui se disent libres aujourd'hui ou qui pensent être libres ou dont on persuade ou auxquels on persuade qu'ils sont libres seraient en fait des esclaves. Par
exemple ceux qui fabriquent nos vêtements, hein, les ouvriers qui fabriquent nos vêtements ou nos téléphones. Donc ça montre que nous sommes aussi esclavagistes, ou nous sommes, à mon avis, au moins aussi esclavagistes que les Grecs. Et il y a une deuxième définition de l'esclavage que donne Aristote, c'est une définition éthique ou morale. L'esclave, c'est celui qui ne possède pas la vertu. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on définit la vertu? Est-ce qu'on la définit comme une façon d'appréhender sa liberté, une façon de savoir faire usage de la liberté, peut-être. Et il a cette phrase très intéressante parce qu'il commence par défendre une conception naturaliste de l'esclavage. Il dit, il y a des gens qui sont faits pour obéir, il y a des gens qui sont faits pour commander. Et puis quelques lignes plus loin, il ajoute, mais des fois, on se rend compte, quand on observe le monde comme il va, que la nature se trompe et qu'on voit très souvent un corps d'esclave sur un homme libre et inversement, on voit des esclaves qui ont une âme d'homme libre. Et ça, je trouve ça encore vraiment très intéressant pour aujourd'hui. Au fond, il problématise la notion. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent, par exemple, par l'effet de la guerre, il y a des gens qui vont être asservis suite à une défaite militaire et donc ils se retrouvent tout à coup dans une condition servile alors qu'ils ne sont pas naturellement servis. Donc au fond, Aristote problématise l'affaire et il joue au fond, il joue, même si la chose est grave, disons qu'il articule le concept. Si vous voulez, mais je te laisse poursuivre. Non, je voulais simplement dire que c'est très actuel aujourd'hui, parce qu'on a tendance à dire je suis libre parce que je fais ce que je veux de mon temps. Mais si le seul usage qu'on fait de son temps libre, par exemple, c'est de regarder de la télé-réalité, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est ça la question. Donc, je te laisse. Oui, le thème de l'esclavage, évidemment, une question très délicate, sur laquelle il y a une montagne de documentation. D'accord? Il y a certaines choses qu'il faut quand même rétablir. Okay? C'est que d'une part, on sépare Aristote, parce qu'il le dit au début quand il analyse l'esclavage. Bon, premièrement, dans les politiques d'Aristote, dans tout le volume, tout le développement sur l'esclavage, c'est 6 pages et demie de grec. Donc, c'est pas une thèse, là. Et je pense qu'on peut dire qu'en fait, il ne s'intéresse pas à cette question. Comme on a dit tout à l'heure au tout début, qu'il voulait montrer c'est quoi le concept du citoyen, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen et quel type de pouvoir accompagne le citoyen, eh bien, par opposition, il dit c'est quoi le pouvoir familial et par opposition, il décrit le pouvoir despotique comme étant autre chose que le pouvoir politique. Comprenez-vous? Donc, c'est comme tendre dans une forêt, tu dégages le terrain pour arriver là où tu veux. C'est ça qu'il fait avec l'esclavage. Donc, il ne s'intéresse pas à l'esclavage en soi. Mais c'est quand même heureux pour nous parce que c'est le seul traité théorique de l'esclavage que nous ayons venu de l'Antiquité. Les autres peuvent parler de l'esclavage, mais ils ne théorisent pas la notion qu'est-ce que c'est qu'être esclave. Ça, c'est le premier point. L'autre affaire, c'est que, Platon parle moins de l'esclavage, mais ce n'est pas parce qu'on parle moins qu'on est moins pour l'esclavage. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut moins en parler. Bon, Platon, dans les lois, dit que la seule façon de s'adresser à un esclave, c'est de lui donner des ordres. Je veux dire, donc, je ne dis pas ça pour innocenter Aristote, parce que j'ai quand même une critique à faire dessus vis-à-vis d'Aristote. Nous savons que les sophistes, Alcidamas et Lycophron, 2 sophistes, un peu avant Aristote, avaient questionné l'esclavage lui-même. Donc, le fait de dire que c'est quelque chose d'inique en soi, ne vient pas de la représentation moderne. Déjà, cette question a été remise en cause radicalement. Aristote a une position plus mesurée. Okay? Il admet que l'esclavage, c'est comme il ne remet pas en question fondamentalement le fait qu'il y en ait. Simplement, du point de vue des Grecs, ce qu'il en dit est déjà un peu dire que dans bien des cas, l'esclavage n'est pas naturel et ne devrait pas avoir lieu. C'est énorme, là, déjà pour l'époque. Ça, c'est un point. L'autre affaire, c'est que sociologiquement, des esclaves, il y en a de toutes sortes. On pense évidemment les esclaves dans les mines, mais il y avait des comptables qui étaient esclaves. Il y a des policiers à Athènes qui étaient esclaves. Il y avait toute une panoplie de niveaux hiérarchiques dans l'esclavage également. Et donc, on pourrait dire qu'une certaine partie des esclaves à Athènes étaient des fonctionnaires de l'État.
Hein? Les études nous parlent maintenant, notamment Paulin Ismard, qui a écrit là-dessus. On y a une série d'esclaves qui sont en fait des fonctionnaires de l'État de génération en génération. Et donc leur condition n'est pas horrible. Mais il y avait aussi des esclaves avec dans des conditions horribles. On ne peut pas le nier, ça. Puis d'autre part, vous savez, Pie XII, jusqu'au 19e siècle, est pour l'esclavage. On est qui pour faire la leçon aux Grecs quand 18 siècles après, jusqu'aux États-Unis, Jefferson, quand il a fait l'indépendance américaine, la Constitution, il y avait 200 esclaves. Comprenez-vous? Donc, il faut quand même... Bon, tu sais, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console, c'est un peu ça. Je veux dire par là, la question de l'esclavage, et comme Flora dit, il y a aujourd'hui des formes d'esclavage qui ne s'appellent pas esclavage, mais l'asservissement humain, malheureusement, il se poursuit sous des formes très étranges. Hein. Oui, ben moi je n'hésiterai pas à dire que nous sommes encore esclavagistes, sauf que nous ne voyons pas nos esclaves. Alors on a l'impression, nous avons l'impression, nous nous donnons une bonne conscience, mais notre mode de vie repose sur plusieurs formes d'esclavage. Oui, puis c'est juste qu'on les appelle plus esclaves, on les Bien appelle sûr. des ressources humaines. Mais Voilà. quand vous parliez d'outils tout à l'heure, justement, moi j'avais en tête le terme ressources humaines. Donc, est-ce que c'est si loin que ça parfois? Quand c'est dans des conditions horribles comme on peut connaître, on a tous déjà vu ça aussi, là, en usine par exemple, ou des choses comme ça. Ben, est-ce que vraiment l'esclavage n'existe plus dans notre modernité? Pour beaucoup de gens, leur possibilité de liberté est très faible. Hein. Exact. Quand on regarde objectivement... Oui, leur capacité d'action est très réduite et c'est pour ça que je pense qu'Aristote, parce qu'il problématise la notion, est encore important. Petit message pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le direct Facebook sans problème. On va même interrompre le programme, mais on va les regarder au fur et à mesure. Vous pourrez répondre si jamais vous avez des questions. Vous pouvez soit les adresser à l'un ou l'autre ou des questionnements que vous avez tout simplement. Là, on va poursuivre là, sur cette discussion, sur ce que les Grecs peuvent nous apprendre encore aujourd'hui. Poursuivons justement encore un peu en politique avec la prochaine question. En quoi justement cette philosophie ancienne, notamment la philosophie politique ancienne, est-ce qu'elle a influencé notre conception moderne du pouvoir politique et des institutions? On en a un petit peu parlé, mais comment là, ça a un impact encore aujourd'hui? Vas-y d'abord. D'accord. Ils s'aiment tellement qu'ils veulent pas laisser l'autre commencer. On a un brin de politesse. Alors, cette capacité de théorisation des Grecs, de l'affaire politique, mais aussi de d'autres domaines, est assez exceptionnelle. Quand on dit que les Grecs ont inventé la démocratie, bon, c'est vrai qu'ils l'ont inventée dans une dimension... je veux dire, c'est peut-être sans comparaison, mais il ne faut pas exclure que d'autres expériences démocratiques par d'autres peuples ont eu lieu et ont pu avoir lieu. Ça, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a que les Grecs qui pouvaient penser à ça. Je veux dire, je les aime beaucoup, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une autre chose, c'est que ce qui est fascinant, c'est le mouvement démocratique, l'existence de la démocratie et l'effort de théorisation qui l'accompagne. C'est ça qui est spécial. Et donc, dans l'histoire après... Mais tous les auteurs, non seulement de la tradition occidentale, mais d'autres traditions aussi, se sont référés à ces bases théoriques-là. Ils les ont relues. Je veux dire, si on parle de la tradition occidentale, mais qu'on pense à Machiavel, ou à Hobbes, ou à John Locke, vous comprenez ce que je veux dire? Ou à Rousseau. Il n'y a pas d'exception. Tous, ils ont le nez plongé dans la République de Platon, dans les politiques d'Aristote. Ils essaient de développer quelque chose à partir de ça. Et ça, c'est un phénomène unique dans l'histoire. Le fait que tous, on se réfère à ces textes sources-là, parce qu'ils sont riches, complexes, et qu'à partir de là, on essaie de repenser le politique et d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les dépasser. Il y a des points sur lesquels on a dépassé les Grecs, c'est évident. Mais on s'en est servi pour le faire. Et donc, en ce sens-là, ils nous accompagnent. C'est vraiment assez incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, John Rawls, etc., il y a plein de réflexions politiques. Par exemple, si on prend le cas du conflit ou de l'opposition entre la démocratie représentative, indirecte, moderne, et la démocratie directe, antique, c'est un débat hyper actuel.
et puis on se remet à lire les Grecs pour dire comment est-ce qu'on réintroduirait de la démocratie dans nos démocraties, parce qu'on se sent un peu éloigné du pouvoir. Si le citoyen aujourd'hui ne peut plus participer aux affaires politiques, ben, il ne correspond même plus à la définition du citoyen selon Aristote, parce qu'il doit avoir cette possibilité-là. Et sinon, il est frustré dans sa liberté démocratique. Et ça, c'est une source de tension, c'est évident. Oui, moi je pense que tu as tout à fait raison d'insister sur la dimension de théorisation, de généralisation, et je pense que c'est cela que l'on doit vraiment aux Grecs, parce que sur un plan strictement historique, nos démocraties actuelles sont peut-être plus les héritières des pratiques qu'on trouvait dans certains villages anglais ou suisses. Et Montesquieu le dit bien, ça, dans l'esprit des lois. Il prend ses distances, en un sens, avec l'héritage antique, et il met l'accent sur les pratiques politiques des peuples qu'il appelle les Germains, en fait. Donc, sur le plan historique, sur la continuité historique, enfin sur le plan strictement factuel, on est peut-être plus les héritiers de ces systèmes démocratiques-là. Mais à mon avis, c'est uniquement parce que les penseurs modernes, et notamment les penseurs des Lumières, ont mis en rapport les pratiques germaines, enfin suisses, anglaises, et les ont insérées dans un contexte plus large et les ont théorisées grâce au concept des Grecs et aussi des Romains. Il ne faudrait pas oublier les Romains dans cette continuité. Mais oui, donc je pense que c'est ça qui s'est produit, c'est-à-dire que la philosophie politique antique a permis de vraiment conceptualiser des pratiques qui, sinon, seraient restées des pratiques particulières. En terminant sur le côté politique, là, si on devait aujourd'hui créer une société plus démocratique, d'ailleurs, on en parle beaucoup au Québec en ce moment, une réforme du mode de scrutin qui s'en vient, mais par quoi vous commenceriez? Ben, c'est sûr qu'il y a un point fondamental, c'est une constitution droite doit avoir un cadre juridique. D'accord? Et Aristote appelle cela, il dit ane orexeos nous o nomos estin, c'est-à-dire la loi est une raison ou un intellect sans désir. C'est-à-dire la loi est une intelligence qui n'est pas affectée par les passions. Et ça, c'est absolument nécessaire. Quand il veut cadrer la démocratie et en faire une policy, un gouvernement constitutionnel, c'est de faire en sorte que, sur un coup de tête, on ne puisse pas décider un matin de prendre un vote à l'emporte-pièce et qui serait pénalisant pour telle ou telle personne ou tel groupe de gens. Donc, l'idée d'une loi cadre qui fixe le fonctionnement général de l'État est déjà dégagée par lui. C'est la différence entre ce qu'on appelle les nomoi, les lois, et les psiphismata, c'est-à-dire les décrets. Donc, gouverner par décret. Vous savez, comme durant la Révolution française, où on vote un matin l'exclusion d'un type, et c'est réglé, son affaire est réglée. C'est ça qui est dangereux. Donc, il faut ce cadre-là, premièrement. Deuxièmement, la question de la participation des citoyens à la vie collective est fondamentale. Il faut que les institutions le permettent. Hein? Le niveau de participation des Grecs dans cette démocratie directe aux affaires politiques est indépassable. Faisait rêver Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est comme le rêve sur Terre, que les gens soient à la fois aussi informés, impliqués dans les décisions. Nous, c'est plus compliqué parce que nous sommes dans un régime de démocratie indirecte. Certains ont même dit que justement, c'était plus de la démocratie, justement parce qu'il y a trop de canaux d'intermédiaires finalement entre l'action du citoyen et puis les législations qui sont adoptées, etc. Donc, c'est un problème très important encore aujourd'hui et très difficile. Mais je dirais que c'est ça. Le cadre de la loi est fondamental, d'une part, et puis ensuite les institutions qui protègent la vie démocratique. Parce que la démocratie, vous savez, la démocratie, c'est un jeu d'équilibre constant. Il n'y a jamais de démocratie fixée une fois pour toutes. C'est toujours quelque chose un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite,
un petit peu plus rigide, un petit peu plus flexible, etc. Donc c'est un jeu constant. Hein. En ce sens-là, la démocratie est une sorte de projet jamais réalisé. Ça revient à votre question de tout à l'heure. C'est un projet jamais parfaitement réalisé. C'est un idéal, au fond. On pourrait dire ça comme ça. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur la participation des citoyens, et je pense que c'est vraiment une question clé. Alors Rousseau faisait partie de ceux qui disaient que la démocratie représentative n'est pas une démocratie. Et c'est très intéressant ce que tu as dit sur la citation d'Aristote, selon laquelle la loi... la loi est un intellect sans désir. Sans désir, oui, parce que c'est une des rares citations d'Aristote que Rousseau a recopiées dans son carnet de notes. Donc, Encore, ouais, encore. Alors moi, bon, je n'irai pas aussi loin que Rousseau. Hein, je pense que la démocratie représentative est le seul moyen de mettre en place une forme de démocratie au-delà de l'échelle de la cité-État. Mais je pense aussi qu'il est très important de favoriser peut-être l'implication directe des citoyens au niveau local. Et donc de mettre en place peut-être davantage d'assemblées, des assemblées publiques pour décider des affaires très, très pratiques. Comment est-ce qu'on va régler tel problème d'approvisionnement d'eau dans la ville? Je pense que c'est très important de favoriser ce genre d'initiative. Je suis assez... D'ailleurs, on le voit en France à l'heure actuelle. Et oui. Toute la consultation sur du niveau des maires. Oui. Et là, il y a un lieu de démocratie beaucoup plus proche des citoyens. Et puis même l'État qui a un problème de démocratie s'en réfère désormais au niveau des élus municipaux qui sont plus proches. Et on le voit aussi au Québec. Hein. Mais excuse-moi. Non, mais c'est un excellent exemple que tu as soulevé. Le problème, quand même, avec le grand débat qu'on vient d'avoir en France, et ça m'amène au point que je voulais toucher ici, c'est le rapport aux technologies numériques, en fait. Parce qu'on dit beaucoup que le numérique va favoriser la démocratie directe, qu'il suffit de donner son avis sur Internet. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on ne sait jamais qui contrôle vraiment les algorithmes, qui trie les informations qu'on a sur le net. On peut penser au mouvement Cinque Stelle en Italie, avec le parti 5 étoiles, qui est fondé sur un système comme ça. En fait, c'est un parti fondé à partir d'une entreprise d'informatique dont personne ne sait comment elle est vraiment gérée. Donc je serais très méfiante envers l'utilisation. Ça peut virer à la démocratie sauvage. Hein. Et oui, ou alors à la tyrannie pure, enfin au despotisme pur. Tout à fait. Alors peut-être un tout petit point, je voulais aussi mentionner une procédure qui était importante dans la démocratie athénienne, si je ne me trompe. C'est la procédure des euthinaï, la reddition de comptes. Bien sûr. Le fait que les magistrats, une fois qu'ils ont rempli leur mandat, sont obligés de rendre des comptes et d'expliquer ce qu'ils ont fait pendant leur mandat. Et j'ai l'impression que ça a complètement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, les présidents de la République, une fois qu'ils ont fini leur mandat, ils se barrent. Ils n'ont aucun compte à rendre. La seule chose qu'ils font, c'est donner des conférences. J'ai noté des chiffres. 400 000 $ pour une seule conférence donnée par Barack Obama. Clinton qui, en 10 ans, aurait gagné 75 millions de dollars en donnant des conférences. Sarkozy qui se fait payer entre 75 000 et 200 000 euros la conférence. Je pense que plutôt que de rémunérer des gens qui ont en fait échoué, qui ont souvent quand même échoué dans l'exercice de leur fonction, ou en tout cas qui n'ont pas pleinement réussi. Ils n'ont pas tout réussi. Disons-le comme ça. Ils n'ont pas tout réussi. Plutôt que de les payer plusieurs milliers de dollars, on pourrait leur demander simplement une reddition de compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le temps qu'ils ont été élus? Oui, avez-vous quelque chose à Non, je vous en prie, allez-y. On passe déjà justement à notre deuxième sujet, qui est plutôt société et philosophie. Donc, on va un petit peu plus large encore sur cet héritage finalement que les Grecs ont dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez justement que de manière générale, l'apport vraiment majeur des Grecs dans l'histoire occidentale puis dans notre monde d'aujourd'hui, ça serait la pensée critique? Moi, je le crois.
Moi, je le crois. On en a parlé d'ailleurs avec Flora, etc. C'est au cœur, de toute façon, du projet que je mène et tout ça, cette question de la pensée critique, c'est-à-dire que plusieurs philosophes et historiens se sont penchés sur cette affaire-là. C'est difficile à expliquer pourquoi ça a eu lieu en Grèce. Ça renvoie... Bon, il y a plusieurs éléments. Au fond, d'ailleurs, pourquoi la naissance de la démocratie en Grèce? C'est un mystère, ça. Pourquoi est-ce qu'elle a pris une telle extension, etc. On sait que, historiquement, un pouvoir centralisateur fort n'a jamais pu s'instaurer là-bas. Et donc, on avait des espèces de bourgades, des petites cités, etc. Et puis, il y avait beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges et tout ça. Et donc, finalement, il y a une sorte de mouvement associatif, en quelque sorte, pour parler en termes d'aujourd'hui, qui se faisait assez spontanément. Et des tyrannies fortes ou des régimes monarchiques forts et perdurants dans le temps n'ont jamais pu s'instaurer, aussi loin qu'on remonte à l'époque archaïque. Donc, c'est sur ce sol-là qu'est née, au fond, la délibération commune. Et puis, la délibération commune est le terreau, évidemment, de la démocratie. Il faut qu'on puisse discuter ensemble, puis arriver à des consensus, il faut qu'on puisse délibérer. Et donc, il y a ça. Alors, et puis, évidemment, pour délibérer, il faut argumenter. Et quand on argumente, c'est plus seulement l'autorité qui compte, mais c'est la valeur des arguments. Et tout ça, ça entraîne l'esprit, l'intellect à ce genre de pratique. Et puis, cet esprit critique, donc, qui naît spontanément de ça, cet esprit critique, mais on le voit en histoire, avec Thucydide et Hérodote, on le voit en esthétique, dans la réflexion sur l'art, chez Platon, chez Aristote, on le voit dans la critique sociale, dans la comédie, dans la tragédie. Je veux dire, Aristophane déjà se moque des politiciens plus gravement ou de manière plus caustique même que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Vous comprenez? Donc cet esprit de compétition, de rivalité des points de vue, de discussion critique envahit tout l'espace public, occupe tout l'espace public. Et ça, c'est quand même assez particulier. Ça ne va pas, avec cette intensité-là, durer durant des siècles, mais je veux dire, on vit sur les restes de ça, on peut dire ça. Bien parce sûr, qu'ensuite, on s'est tourné vers ça. Et puis, ça va très loin. Je reviens sur la question de la démocratie, des démocraties locales que tu mentionnais. Vous savez, normalement, on fait cesser la démocratie grecque, l'expérience démocratique grecque, en 322 avec les conquêtes d'Alexandre, puisqu'il y a une sorte d'empire qui se constitue. Mais c'est pas vrai, parce que au-delà d'Alexandre, jusqu'à l'invasion romaine en 164, localement, les démocraties ont continué. Les villes démocraties. Il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus maintenant. Et donc, cette expérience de démocratie, oui, il y avait un cadre qui n'était plus seulement la démocratie, et la cité n'était plus l'entité suprême. Mais localement, les processus démocratiques se sont poursuivis jusqu'à l'orée de notre ère. Donc, ça veut dire 5, 6 siècles d'expérience démocratique, vous vous rendez compte? C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais là, j'ai changé de sujet, excusez-moi, Oui, mais je suis revenu à l'autre. Ça n'est pas tout à fait un autre sujet. Moi, je pensais à les exemples qu'on peut trouver aux États-Unis de villes qui privatisent leur système d'eau, ce qui est hallucinant, en fait. Oui. Et donc, évidemment, il y a des cas de maladies, etc. Et je pense que ces cas-là, ce défaut de démocratie locale est peut-être aussi lié à un défaut d'esprit critique, parce qu'on fait comprendre aux gens, il n'y a qu'une seule manière de traiter les problèmes, c'est le capitalisme complètement débridé, et il n'y a qu'une seule manière de gérer les ressources publiques, c'est de tout privatiser. Eh ben non. Et on peut rien dire. Et on peut rien dire. Et c'est la seule c'est possibilité. Ça. Et non, je trouve que en effet, l'esprit critique est crucial dans l'héritage que nous pouvons tirer des Grecs. Et cette idée aussi, de prendre ses responsabilités, de dire ce n'est pas une instance supérieure à nous de traiter les problèmes qui nous concernent. Nous avons à décider de ce qui nous concerne. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. On en a peut-être un peu touché quand on parlait de l'esclavage tout à l'heure, mais l'organisation du travail dans la vie publique de la Grèce antique, quelle était sa place, puis aussi quels étaient les rôles et le statut du citoyen par rapport à ça, et aussi évidemment en lien avec nos sociétés modernes, là, comment ça se passe. Flora, tu veux dire un mot? Oui, alors je ne suis pas historienne, donc je ne sais pas
bon, je ne sais pas si ce que je vais dire est tout à fait exact. J'ai l'impression qu'on a une idée un petit peu faussée. Alors ça, on la trouve aussi chez Rousseau, qui se fait une idée peut-être un petit peu stéréotypée de la vie en Grèce ancienne, et qui dit que tous les citoyens étaient entièrement libres de leur temps et qu'ils pouvaient passer leur vie sur la place publique parce que tous les esclaves faisaient les travaux manuels. Je ne suis pas sûre que cette idée soit tout à fait exacte. Enfin, j'ai vu un livre, je ne sais pas si ce livre a fait vraiment l'objet d'un débat chez les historiens, un livre d'une historienne qui s'appelle Ellen Wood, un livre qui est sorti en 88. Et dans ce livre, cette historienne affirme que la démocratie athénienne reposait plutôt sur des petits paysans, enfin sur des petits propriétaires qui pouvaient avoir 1 ou 2 esclaves, mais pas beaucoup. Donc j'ai l'impression que le travail était quand même pris en compte et n'empêchait pas forcément les citoyens de participer à la vie publique. Mais je te laisse confirmer ça. D'une part, il faut distinguer, parce que dans l'histoire de la Grèce, je veux dire classique, il y a 2 grandes organisations. Il y a ce qu'on appelle la Ligue de Délos, qui sont les cités affiliées à Athènes et qui sont toutes plutôt démocratiques. Et il y a la Ligue du Péloponnèse où on a des systèmes oligarchiques. Donc on ne peut pas dire les Grecs. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans les cités oligarchiques, il y avait une hiérarchisation beaucoup plus forte et les rapports étaient beaucoup plus cadenassés, je dirais. Dans les sociétés démocratiques, c'est une autre configuration. Ça, c'est un point quand même qu'il faut... Parce que dire les Grecs, c'est comme dire les Américains ou les Européens. Je dis, il y a des distinctions quand même très fondamentales. Et puis, si vous voulez, Athènes et Sparte, c'est comme les 2 pôles d'opposition. D'accord? D'une part. D'autre part, il est certain que, bon, d'une part, il y a la discrimination des femmes. Hein? La femme, quand elle est épouse d'un citoyen, la femme n'est pas citoyenne, hein? Elle est épouse d'un citoyen et elle a une protection via la citoyenneté de son époux. Mais elle ne va pas à l'Assemblée, elle ne délibère pas, elle est responsable de l'oikos, d'où vient notre mot économie, l'oikonomie. Hein? Elle est responsable de l'oikos, c'est-à-dire le domaine familial. D'accord? Et justement, souvent parce que le mari fait de la politique et doit intervenir dans la sphère publique, il délègue l'autorité domestique à son épouse, qui a un pouvoir important de gestion. D'accord? Bon, mais ça reste inégalitaire de notre point de vue à nous, c'est certain. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a des catégories d'individus. D'une part, il y a les citoyens. Les citoyens, c'est un nombre limité de gens à Athènes. Okay? Les Athéniens étaient très jaloux de leur citoyenneté et ils ne l'attribuaient pas à beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est une affaire. Deuxièmement, il y a les métèques, les métoïkos. Hein? Un métèque, c'est quelqu'un qui vit avec d'autres. Okay? Et donc, les métèques, c'est une classe importante où il y a beaucoup de commerçants, hein? Des gens de l'étranger, parce que Athènes était une ville très cosmopolite, attirait beaucoup de gens pour le commerce, pour le brassage culturel, etc. Et donc, les métèques, il y en a qui faisaient fortune. Donc, il y a des métèques qui pouvaient être plus riches que les citoyens, bien évidemment. Et puis ensuite, il y a des classes censitaires, c'est-à-dire il y a des classes selon les catégories de revenus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, avec une possibilité de transition d'une classe à l'autre de la part des citoyens, mais selon les époques, si on appartenait à telle classe censitaire, c'est-à-dire à telle classe de revenus, on n'avait pas le droit à tel type de magistrature ou d'office public. Et plus la démocratie va s'étendre, plus la règle censitaire va diminuer. Et puis à la fin, l'idéal, c'est que tous les citoyens puissent participer à toutes les magistratures. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des classes. Puis, bon, alors, il y a le citoyen, il y a le métèque, et puis d'autre part, il y a les esclaves. Et eux-mêmes, les esclaves, on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une hiérarchie d'esclaves allant de ceux qui sont dans des conditions horribles et jusqu'à ceux qui ont un statut, bon, enviable, ce serait peut-être pas exagéré, mais tout à fait quand même relativement décent. Hein? Justement, on a une question du public en lien avec les esclaves. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran, de Jean-Samuel Anger qui nous demande, est-ce que le traitement des esclaves variait d'une cité à l'autre dans l'Antiquité, justement? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui.
comme on a dit, il y a plusieurs types d'esclavage d'une part, et d'autre part, ah oui, bien sûr, vous savez, il y a presque une sorte de blague là-dessus, c'est qu'il y a des oligarques, c'est-à-dire ceux qui sont pour un pouvoir. Les oligarques, c'est le pouvoir des oligoi, c'est-à-dire les quelques-uns. Hein? Oligoi en grec, c'est les quelques-uns, par opposition à la masse ou à la populace, le polloi, les nombreux. D'accord? Et il y a des oligarques, on a des textes à ce sujet-là qui nous disent, mais à Athènes, c'est tellement libéral, cette ville, que quand tu marches dans la rue, il arrive qu'un esclave ne se range pas sur ton passage. Et que donc, ils trouvent ça vraiment horrible de dire, alors là, il n'y a plus de hiérarchie dans cette ville, même les esclaves ne cèdent pas le terrain, etc. C'est pour vous dire comment ça pouvait varier d'un contexte, d'une cité à l'autre, absolument. Oui, je voulais ajouter une petite chose là-dessus, c'est la différence entre Athènes et Sparte, par exemple. Sparte reposait sur, en fait, l'oppression d'un peuple, l'oppression d'un peuple, les Ilotes qui étaient traités d'une manière absolument horrible. Enfin, les Spartiates, je crois, avaient un droit de vie et de mort, vraiment sur les Ilotes qui faisaient tous les travaux pénibles. Et si je me souviens bien, il y avait une fête annuelle de chasse aux Ilotes. De chasse aux Ilotes, ça faisait partie des rites, des rites de passage, oui, des rites de passage. Et vous vous rendez compte qu'il y a des auteurs politiques de l'époque qui vantaient Sparte et qui ont idéalisé Sparte, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est une ville d'un despotisme terrible. Puis on voyait ça donc comme justement une autre ressource qu'on pouvait utiliser. Oui, tout à fait. Et ça reposait sur l'oppression d'un peuple. Je crois que c'est les Spartiates qui ont commencé par envahir et soumettre un peuple étranger et qui ont fait de ce peuple étranger leurs esclaves pendant des siècles. C'est une forme d'esclavage particulière, l'ilotisme. On a d'ailleurs quelqu'un qui nous a posé une question qui était ma prochaine question sur la feuille. Donc, on est connecté avec. Donc, chez les Grecs, quel rapport l'éducation et la connaissance avaient-elles avec le politique? Rapport fondamental, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans formation des citoyens. C'est impossible, ça. Okay? Parce que dans une démocratie directe, quand on va à l'Assemblée, on a des décisions à prendre. Il faut comprendre le débat. Il faut savoir de quoi il s'agit. Et puis, il faut savoir que si on vote mal et si la décision est mauvaise, on risque d'en pâtir très directement. Est-ce qu'on déclare la guerre? Est-ce qu'on fait une alliance? Est-ce qu'on se lie avec un autre? Est-ce qu'on fait telle dépense? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de stratégies. Donc, forcément, la participation démocratique exige et promeut elle-même une forme d'éducation. Vous voyez, on ne peut pas comme aujourd'hui dire, moi je suis dans mon salon ou dans mon sous-sol, je m'intéresse à mes trucs, et puis qu'ils s'arrangent avec leurs problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi je suis Canadien, je suis ici. Est-ce que le Canada doit traiter avec lui? Je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. C'est un luxe. Ça c'est très bien expliqué dans un petit traité que tout le monde devrait lire, qui s'appelle De la liberté des anciens comparée à celle des modernes de Benjamin Constant. C'est un article, au fond. C'est un essai, oui. C'est un court essai. Un court essai d'une vingtaine de pages, trentaine de pages. Okay? Et ça, il campe très, très bien l'opposition entre la liberté antique et la liberté moderne. La liberté moderne, justement à cause de la représentation, on peut dire, ben moi, je peux profiter de mes jouissances privées et je me fiche du reste. C'est ça le danger de la démocratie moderne. Okay? Parce que dans la démocratie antique, ça peut être l'inverse. Puisque l'État me sollicite et qu'il a besoin de moi pour régler les affaires, c'est ma liberté privée qui peut être lésée. Donc, les deux formes de démocratie sont comme inversées l'une par rapport à l'autre. Dans la démocratie moderne, il faut faire attention que les citoyens restent impliqués dans la vie sociale, parce que sinon, on peut aller à volo. Vous comprenez? Dans les cités antiques, le danger était d'être absorbé dans l'État. Et donc, c'est comme une situation inversée. Mais je crois qu'il faut corriger l'une par l'autre. Oui. Tout à fait. Peut-être quelque chose à ajouter justement sur ce lien éducation politique, mais aussi la place de l'éducation dans cette Grèce. Oui. Moi, je pense que c'était en effet une part capitale de la démocratie. J'ajouterais qu'il s'agissait d'une éducation assez généraliste et pas de l'apprentissage, d'un
d'un apprentissage de discipline trop spécifique. Et là, en un sens, ça rejoint ce que tu disais sur l'opposition entre liberté des anciens et des modernes, démocratie des anciens et des modernes. Parce qu'aujourd'hui, où on a l'habitude d'associer la démocratie avec la société de consommation, on pense que c'est normal, alors qu'en fait, je me demande, je pense que l'association n'est pas évidente et que, en un certain sens, la société de consommation est contraire, est opposée à la démocratie. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que, puisque nous sommes des consommateurs, nous pouvons acquérir des connaissances hyper spécialisées. Bon, on en parlait hier avec un ami chimiste qui nous dit que les scientifiques ne maîtrisent plus l'orthographe, les scientifiques ne s'intéressent plus à la littérature, parce qu'on se dit, je suis très fort dans mon domaine, donc je n'ai pas besoin de me soucier des affaires publiques, je reste devant ma télé et quand je fais mon truc. Je fais mon truc. Alors que en Grèce, j'ai l'impression que peut-être que les citoyens avaient une éducation moins spécialisée, mais qu'ils avaient une sensibilité plus développée aux problèmes, enfin aux questions d'intérêt général, aux questions de la cité, y compris les questions de politique étrangère. Et ça, Rousseau le reprend. Et Rousseau l'explique très bien. Il dit que le fondement de tout régime politique légitime, de tout régime politique démocratique, c'est ce qu'il appelle les lumières publiques, c'est-à-dire pas forcément des connaissances érudites ou spécialisées, mais une capacité à percevoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais dans l'intérêt général. Et ça, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. On mettait aussi de l'avant des notions de tolérance et de pluralisme. Si on prend l'exemple justement là, du projet de loi 21 en ce moment sur la laïcité de l'État ici, mais vous me disiez aussi un peu avant qu'on commence qu'il y a la loi de 1905 également qui bouge en France en ce moment. Comment les Grecs auraient-ils traité cette question-là et de quelle façon ils auraient débattu et aussi comment on pourrait s'en inspirer peut-être pour en discuter en ce moment-là? Tu veux commencer, te dire un mot? Oui, alors je vais dire un mot rapidement. Je voudrais quand même corriger ce que je viens de dire, en fait, parce que j'ai dit que la perception de l'intérêt général, c'était à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, moyennant une certaine éducation minimale. Il faut évidemment savoir lire, savoir écrire, mais aussi peut-être avoir une certaine capacité à conceptualiser, avoir une capacité à généraliser ses idées aussi. Alors, en un sens, ça c'est pas tout à fait déconnecté de la question de la laïcité. J'ai l'impression que la religion des Grecs, le polythéisme, était un outil puissant, enfin une forme d'aide à la démocratie dans la mesure où ça empêchait la religion de devenir l'instrument d'intérêt particulier. Ça empêchait les différentes religions de devenir des groupes d'intérêt privés. Et en ce moment, donc en France, le gouvernement, sans trop en faire de publicité, c'est ça qui est le plus inquiétant, est en train de revenir sur la fameuse loi de 1905, la séparation entre l'Église et l'État. Et un des projets, c'est de retirer les religions de la liste des groupes d'intérêt privés. Ce qui me semble une pente extrêmement dangereuse, parce que les religions monothéistes, les religions basées sur la révélation, donc islam, judaïsme et christianisme, sont des groupes d'intérêt privé en puissance. À partir du moment où on a l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur Terre et que ce Dieu est le seul à détenir la révélation, c'est quand même très difficile de ne pas chercher à imposer cette religion aux autres. Donc, en un sens, le polythéisme des Grecs était un paravent contre ce genre d'attitude. Mais préciser peut-être un peu comment, en fait, le fait que ce soit polythéiste, on essayait peut-être moins de le... Peut-être un petit peu préciser ça, je le saisis moins bien. Oui, alors, encore une fois, je ne suis pas historienne ni spécialiste de la Grèce, donc peut-être que Jean-Marc pourra mieux expliquer ça, mais il me semble que quand on est polythéiste, quand on admet plusieurs dieux, on ne cherche pas forcément à imposer ces dieux aux autres, puisqu'on a soi-même plusieurs dieux. Et alors, je crois que les Grecs pouvaient aussi choisir quel dieu ils honoraient davantage que d'autres. Il y avait une procédure. On pouvait prioriser les dieux. Non seulement ça, il y avait une procédure en Grèce pour admettre de nouveaux dieux. Ah, voilà. Vous vous rendez compte? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Flora vient de dire, absolument, complètement. Comparer la religion en Grèce et la situation qui est la nôtre, c'est comme comparer les pommes et les oranges. Parce que l'idée du vrai Dieu,
l'idée du Dieu unique, qui est liée, au fond, au monothéisme quand même, n'est pas une idée grecque, ni romaine d'ailleurs. N'est pas une idée. Et donc, pour eux, il y a un polythéisme. Ça veut dire que en Grèce, il n'y a pas de texte sacré. Il y a des textes qui sont interprétés, réinterprétés, mais il n'y a pas de texte autoritaire. Ni Homère, ni aucun poète ne dit la vérité sur le Dieu, mais offre une interprétation plus ou moins adoptée, si vous voulez. Mais un autre poète peut changer le récit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas cette dichotomie entre orthodoxie, c'est-à-dire bonne opinion, et hétérodoxie, mauvaise ou autre opinion. Il n'y a pas ce distinguo-là. D'accord? Donc, une autre manière d'expliquer la chose, on pourrait dire que, tandis que dans les religions monothéistes qui sont présentes aujourd'hui, la question de l'orthodoxie est très prégnante. Chez les Grecs, il y avait plutôt ce qu'on pourrait appeler une orthopraxie. C'est-à-dire, il y a des rites civiques qui ne sont pas obligatoires, mais il y a des rites civiques, des divinités locales, des cités, etc. Il y a des fêtes publiques, les gens y participent, etc. Mais ce que pensent les gens sur le Dieu, et à quel point ils y croient ou pas, mais tout le monde s'en fiche de ça. Vous comprenez? Ce n'est pas une question. C'est pas une question. Donc, la logique binaire du dire c'est le bon ou pas le bon Dieu, le vrai ou pas le vrai, n'existe pas. Ou même ne croire et pas croire. Exactement, n'existe pas. Et donc, je crois que la démocratie grecque a été possible justement sur ce terreau-là. Okay? Parce que déjà, le jeu des opinions contrastées existait avant même la naissance de la philosophie, sur le plan de la religion. Et donc, il n'y a pas le bon Dieu et le mauvais Dieu. Et donc, cette fluidité interprétative fait qu'ils étaient tolérants avant même l'invention de la tolérance. Nous au 17e, 18e, on a inventé la tolérance religieuse pour se sortir du pétrin. Vous comprenez? Pour se sortir de l'intolérance religieuse. Mais eux, ils n'ont pas commencé par connaître l'intolérance religieuse. Vous voyez comment c'est différent? Et ça, c'est quand même très important. Et ça peut nous donner à réfléchir encore aujourd'hui. Je veux dire, par là, le fait qu'il puisse y avoir une pluralité de points de vue ne les gênait pas. Et c'est pour ça que les premiers philosophes qui ont raisonné sur qu'est-ce que c'est que la nature des dieux, et puis certains qui en ont offert une interprétation plus naturaliste, vous comprenez, et qui ont spéculé là-dessus, ben, je veux dire, on ne les a pas trucidés sur la place publique. Okay? Vous savez que beaucoup de cas soi-disant de procès d'impiété sont des falsifications ultérieures, okay? Par des auteurs chrétiens ou autres, plus tard dans l'histoire, qui ont fabriqué des histoires. Mais on a très peu de cas avérés. Hein? Si Socrate a été condamné, ce qui, à mon avis, est faux, s'il a été condamné pour des opinions, mais ce serait le seul cas de condamnation pour délit d'opinion dans toute l'Antiquité. Je veux dire, Anaxagore a produit de nouvelles théories. Chaque philosophe grec a une nouvelle interprétation du divin. Complètement. Le premier moteur d'Aristote, si c'est son Dieu et son premier Dieu, mais c'est un concept de Dieu comme personne n'en avait jamais imaginé sur Terre avant lui. Est-ce qu'il a été lapidé? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait cette fluidité, cette mobilité, cette flexibilité, et qui, de fait, va avec le polythéisme. Il y a un livre très intéressant de Hassman sur la violence monothéiste. Évidemment, certains vont le contester. Je ne dis pas que tous les monothéistes doivent être violents, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est sûr qu'il y a une possibilité plus grande. Dès lors que tu dis, ça c'est le vrai Dieu et les autres, par voie de conséquence, ne sont pas les vrais dieux. Très intéressant tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions. On va les prendre sans problème pour la suite. Et on passe tout de suite à notre troisième thématique, qui est l'art et la religion. Donc, c'est un petit pont peut-être vers là. Comment était conçu l'art et l'esthétique à l'époque de la Grèce antique? Est-ce qu'il était vrai de dire que l'art était une imitation du beau absolu ou que l'art était une forme de mimésis? Alors je vais dire quelques mots très rapidement parce que c'est en dehors de mon domaine et puis après Jean-Marc pourra compléter.
Il me semble que oui, d'après la fréquentation que j'ai pu avoir dans les musées. Alors, la notion de mimésis, c'est une notion complexe parce que c'est pas reproduction, hein, c'est pas une reproduction, c'est pas une pure reproduction, c'est pas une pure imitation, c'est davantage une reconstruction ou une interprétation. Et quand on voit les statues grecques, les proportions ne sont pas toujours respectées parce que les Grecs trouvaient que certaines choses, alors c'est un petit détail croustillant, mais il paraît que les parties génitales masculines, ils trouvaient que c'était trop gros, donc c'est pour ça que les statues grecques ont des organes un peu moins imposants parce que ça respectait selon eux mieux les proportions les proportions idéales. Et je trouve que c'est une idée très intéressante parce que c'est vraiment à mon avis, une illusion de penser que quand on fait de l'art figuratif, on reproduit exactement le réel. Non, on ne reproduit jamais exactement le réel. Et dès qu'on fait un dessin, on interprète en fait le réel. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, la notion de mimésis, tous les Grecs ont pensé l'art à travers l'idée de la mimésis. La mimésis, bon, c'est l'imitation, on a traduit ça, imitatio, on a traduit par imitation à travers le latin, puis, et dans l'imitation, il y a l'idée d'une reproduction passive, que justement, comme Flora dit, qui ne convient pas, d'accord? Mais c'est sûr que, qu'on pense à la musique, à la sculpture, à la peinture, à la danse, toutes sont des formes d'imitation, c'est-à-dire des formes de reproduction de quelque chose. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'une tragédie? C'est la reproduction d'événements qui se produisent hein, et qui sont scénarisés. Donc, il y a toujours l'idée d'une reproduction. Mais comme Flora disait excellemment juste à l'instant, qui dit reproduction dit en même temps reformulation, recréation des choses. Donc, il ne faut pas penser que la mimésis est simplement un Xerox, quoi, une copie. Une copie, c'est pas du tout ça. Mais c'est quand même un art de l'imitation. Ce qui est intéressant, c'est que on le voit chez Aristote, puis il y a déjà des bribes chez Platon. Ils ont déjà compris que ce qu'on appelle les beaux-arts, hein, les arts liés au plaisir, esthétique, etc., sont des arts différents. Je veux dire, ils font la part des choses entre la danse, la tragédie et la fabrication d'une chaussure. Toutes sont des technae, toutes sont des techniques, mais il y a technique et technique. Et donc, ils distinguent une famille d'activités artistiques et qui se distinguent de l'artisanat comme tel et qui visent une certaine reproduction pour le plaisir. Hein. L'esthétique, déjà pour Aristote dans la poétique, doit toujours comporter une partie de plaisir. Il faut séduire le public. Donc c'est valable pour la danse, c'est valable pour toutes les productions, etc. Donc il y avait énormément d'activités artistiques en Grèce, à Athènes et dans d'autres villes. Il y avait des fêtes religieuses, civiques, où il y avait des concours théâtraux. Et le fait que dans la cité, il y ait des fêtes, c'est très important, vous comprenez? Parce qu'il faut une sorte de respiration entre le travail et les fêtes. Certains, venant justement de villes organisées, trouvaient qu'il y avait vraiment beaucoup de fêtes à Athènes. Hein. On passait beaucoup de temps à faire des fêtes. Mais les fêtes publiques et sociales sont très importantes parce que dans la cité, il faut qu'il y ait à la base une certaine koinonia, c'est-à-dire une communauté. Et le sentiment de communauté, on l'a aussi dans la fête. Je veux dire, comme disait Aristote, qui a envie de faire un bout de chemin avec un ennemi? Personne. Je veux dire, donc, socialement, on fait un bout de chemin ensemble dans la filia, c'est-à-dire dans une sorte d'affection et d'amitié. S'il n'y a pas de filia dans la cité, il n'y a pas de cité. Vous comprenez? Si on est deux groupes et qu'on passe plein de contrats entre nous, mais qu'il n'y a pas de filia, il n'y a pas de cité. Parce que vivre en cité, c'est que je me préoccupe un peu de ce qui vous arrive et réciproquement. Vous comprenez? Il y a une sorte de solidarité. S'il n'y a pas de filia, il n'y a pas de vie sociale. Parce que on ne se réunit pas juste pour manger, on se réunit pour être bien ensemble. C'est ça le truc. Hein? Pour être eux, comme disent les Grecs. Et donc, oui, alors la question de la mimésis, c'est une partie importante de la vie sociale. Et cet art de la mimésis, il y a eu différentes tendances. Effectivement, je ne sais pas sur quoi vous voulez enchaîner par rapport à ça, mais ce qu'il faut savoir,
c'est que cette tradition, cette interprétation de l'art via la mimétique est quelque chose qui a subsisté jusqu'à l'origine du XXe siècle. C'est la grande matrice de l'art. Tout art relève d'une certaine façon de la mimésis. Même la danse. Hein? Aristote dira dans la poétique que la danse, le tracé des figures qu'on fait, le rythme à travers la danse, traduit des états de l'âme, des passions. Vous comprenez? Les états du caractère. Et c'est une forme de reproduction de mimésis. Et ça, c'est le phénomène absolument dominant. À l'orée de l'art moderne et contemporain, va naître une autre conception de l'art qu'on pourrait dire davantage expressiviste. L'art comme expression de ce que j'ai à l'intérieur de moi, et non pas comme expression ou comme réflexion de ce qui est à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un mouvement de subjectivation important qui se fait. Mais les deux, depuis, cohabitent en quelque sorte. Vous comprenez? L'art qu'on voit, même contemporain aujourd'hui, n'est pas ni que expressiviste, ni que mimétique, mais un peu des deux. Et des fois, on mélange les deux procédés, c'est assez intéressant. C'était ma prochaine question, justement. Peut-être que Mme Champy, vous pourriez compléter là-dessus, justement, sur le lien. Comment l'art contemporain se retrouve et cohabite peut-être avec ce mimétisme-là, ce mimésis. Oui, moi j'ai un avis un petit peu différent de celui de Jean-Marc, parce qu'il me semble que l'art contemporain est davantage dans l'affirmation de la subjectivité. Et honnêtement, j'ai des réserves par rapport à ça. Je trouve que c'est peut-être moins fécond en un sens, que l'idée de mimésis. Bon, ça dépend des goûts personnels, évidemment, mais c'est une idée qui est née, disons, au cours du XIXe siècle, notamment avec les poètes maudits, Baudelaire, enfin surtout Rimbaud. Il ne s'agit plus de plaire au public, il s'agit au contraire de choquer le public en affirmant comment sa propre petite personne et ses propres petites émotions sont importantes. Ça produit des productions intéressantes, mais en un sens, je trouve que ça ne mène pas forcément très très loin, parce qu'une fois qu'on a épuisé les émotions personnelles, comment est-ce qu'on arrive à recréer du lien, en fait? Comment est-ce que l'art permet de créer aussi un lien social? Et ce qui est très fort dans l'art antique, et plus largement dans l'art mimétique, c'est que ça crée vraiment un lien, ça crée une communauté, alors que, en tout cas, dans certaines œuvres d'art contemporain, on a plutôt l'impression de l'affirmation massive d'une subjectivité. Je pense au scandale de Jeff Koons qui a tenté d'imposer une sculpture monumentale à la ville de Paris, et il fait ça payer. Enfin, il fait payer ça des millions et des millions de... Enfin, je crois que ça se rapproche du million d'euros, alors qu'en fait, ça n'apporte rien à la ville, mais lui, ça lui rapporte beaucoup. Donc, c'est en ce sens que je serais plus conservatrice et que je trouve que l'art mimétique est plus intéressant. Moi, je suis d'accord, il y a un danger de solipsisme, c'est-à-dire une proposition artistique qui ne concerne que soi, okay, et qui devient très isolée, etc. Mais ça existe et il y a beaucoup de débats là-dessus sur la question, sur comment est-ce qu'on peut, si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut désormais évaluer les productions artistiques modernes? Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a plus de terrain commun, il n'y a plus d'étalons de mesure, etc. C'est un écueil possible. Oui. Mais ça me fait penser quand même, on parle beaucoup des beaux-arts, mais il y a l'art musical, là, mais en ce moment, puis je sais pas, j'ai un exemple moderne qui m'est mis en tête. On pense à Kurt Cobain, Nirvana, donc qui lui faisait de la musique pour lui et tout ça, mais il y avait tous ces gens-là finalement qui se retrouvaient en lui. Et je sais pas, est-ce que justement ça ne vient pas contrebalancer cette mimésis-là où lui il crachait peut-être ses chansons, mais les gens qui aiment ça ensemble, ou qui se reconnaissent dans sa réalité à lui, est-ce que là il n'y a pas un lien quand même qui va se faire autour d'une communauté? Alors, ça n'est pas trop mon style de musique. Donc non, c'est un exemple comme ça, mais on peut peut-être... Moi, c'est peut-être un jugement un petit peu sévère, mais j'ai l'impression que en fait, ça correspond davantage à un modèle despotique, voire totalitaire de lien social, dans la mesure où ça n'est pas... On crée quelque chose de commun ensemble, et on essaye de faire
quelque chose qui soit plus grand que simplement l'agrégation d'individus. C'est au contraire un seul individu qui devient le porte-voix de plusieurs individus. Alors certes, ils peuvent se reconnaître, mais est-ce qu'il y a vraiment création d'une communauté, ou est-ce qu'il y a au contraire effacement peut-être de la pluralité? Non, en effet, des foules hurlantes qui vont acclamer une seule diva qui crie sur une scène. Moi, j'avoue que c'est, voilà, le dispositif même de ce genre de concert me pose problème, parce que j'y vois davantage, en fait, j'y vois davantage de proximité avec une forme autoritaire, une forme politique autoritaire. Quelle était justement la place du beau dans le système philosophique des anciens Grecs? Est-ce qu'on peut rapprocher ce domaine, par exemple, dans le domaine politique ou dans le domaine de la connaissance, par exemple, ce qu'on appelle le vrai, ou dans le domaine politique de la justice, par exemple? C'est une large question. Ça dépend de la perspective qui est celle adoptée. Dans le cadre du platonisme, de l'héritage platonicien, il y a cette idée de l'élévation par le beau. Okay? Et donc, la réflexion sur le beau est intégrée à une sorte de réflexion métaphysique sur le bien. Et c'est comme s'il y avait une sorte de pyramide à monter où le beau, le vrai et le bien se rejoignent. Okay? Et une révélation du beau. Okay? Qui devient une révélation en soi ou un indice de la révélation. Ce modèle plus métaphysique d'esthétique, hérité notamment du platonisme, a toujours perduré et existe encore aujourd'hui. L'idée de la révélation par l'art est quelque chose qui, idéologiquement, qui continue c'est une certaine école, l'idée que l'art transfigure la réalité, qu'il la transcende. Pensez au titre de Danto, l'Arthur Danto, la transfiguration du banal. Mais l'idée même de transfiguration, transfigurer le monde, transfigurer la vie humaine, ça a une dimension métaphysique. Okay? Et donc, l'art continue d'avoir cette aura, malgré tout. Par ailleurs, il y a aussi, comme Flora disait, l'art anti-bourgeois, l'art de la résistance, l'art des pauvres, vous comprenez ce que je veux dire? L'art du combat, tout ça existe. L'art de l'opposition. Ça existait aussi en grec. Quand Aristophane écrit une pièce où il provoque les citoyens, la dimension de provocation existait. Okay? C'est une question d'accent. D'accord? Donc c'est ça. Alors oui, il y a absolument ça. Sinon, pour ce qui est de la musique, parce que vous avez pris l'exemple de la musique est un cas très particulier dans la réflexion sur l'art, y compris pour les Grecs, parce que c'est par excellence l'art de l'intériorité, parce que la musique est comme une résonance des âmes, et puis la musique est un peu moins imitative, à moins d'avoir une musique comme qui imite la chute de la pluie, etc., qui est une musique qui existe, mais elle n'est pas majoritaire. Donc la musique touche très très profondément la vie humaine. Ça, les Grecs l'avaient bien perçu. Dès que les hommes se réunissent, dès qu'ils sont ensemble, la musique est là. Dans toute fête, il n'y a pas de fête sans musique. C'est clair. C'est quelque chose qui touche très très profondément l'âme humaine. Et on a des textes qui nous disent que la musique a été donnée aux hommes pour les consoler de leur existence sur Terre. Quoi. La musique et le vin, quoi. C'est vrai, les deux choses, la musique et le vin, pour consoler les hommes de la dureté de la vie mortelle qui est la nôtre. Donc la musique, c'est une dimension très importante et peut-être par essence plus expressiviste que d'autres formes de... C'est un peu compliqué ça, cette affaire, mais c'est fascinant la réflexion sur la musique. Et là aussi, on a des textes fameux hérités de cette tradition grecque reliée par les Romains. Il ne faut jamais oublier les Romains, qui sont très importants. Absolument, absolument.
Aviez-vous rajouté justement en ce lien entre le beau, mais avec le politique et la connaissance également? Oui, alors je vais peut-être réhabiliter un petit peu Platon parce qu'on l'a beaucoup critiqué au début de l'entrevue et je voudrais le réhabiliter sur cette question en parlant du banquet qui est un de ses textes les plus beaux selon moi parce qu'il montre bien comment l'expérience esthétique mais aussi l'expérience affective peut conduire à la connaissance de certaines vérités et je pense que c'est tout à fait juste et qu'on peut s'en inspirer pour développer des moyens d'éducation qui ne soient pas une éducation sèche, ardue, uniquement conceptuelle et intellectuelle. Et quand Platon dit, par exemple, que quand on... Alors lui, il dit que quand on tombe amoureux d'une belle personne, de quelqu'un qui est beau, on n'est pas seulement amoureux d'un beau corps, on acquiert l'idée du beau aussi. Je crois que c'est ça qu'il dit. Et je pense que c'est tout à fait juste que quand on est en rapport avec des belles choses, alors ça peut être des belles personnes, mais aussi, moi je pense pas forcément des belles personnes, mais simplement quand on est amoureux et quand on fait l'expérience, quand on a une expérience heureuse, l'enrichissement personnel et intellectuel ne s'arrête pas à l'expérience, il s'arrête aussi au fait qu'on acquiert une certaine idée de ce que ça peut être, du beau et du bien aussi. Et ça, je pense que c'est tout à fait important de rappeler qu'on peut parvenir à la connaissance de certaines vérités, pas uniquement par une exploration purement intellectuelle et conceptuelle, mais aussi par une série d'expériences. Tout à fait, oui, il y a une certaine métamorphose qui peut s'opérer. Et puis aussi, le beau, c'est une émotion. Hein. C'est une émotion. Et donc, l'art est très important dans la vie humaine aussi parce qu'on a besoin de cette émotion. Justement parce que le lien avec les autres est aussi affectif. Et le recontact avec soi aussi relève pas seulement de la raison, mais de l'affectivité. Et ça, c'est même premier en un sens. Avant de terminer, je veux vous rappeler que si vous avez des questions à poser, on est presque à la fin, donc il ne reste pas beaucoup de temps si vous avez une petite question, mais je vais quand même vous poser, moi, ma dernière question qui n'était pas sur nos feuilles, donc je vous surprends, parce qu'on avait déjà répondu à la dernière, mais si on avait une chose à prendre là, de notre discussion, puis là se dire, bon, on ramène ça des Grecs chez nous, puis on essaie de s'en rappeler, puis on le ramène à l'époque d'aujourd'hui. On le met dans une petite boîte, puis on essaie de le garder, peut-être dans un contexte particulier, par exemple, ou en général. Qu'est-ce qu'on rapporterait, peut-être à commencer par vous, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je dirais la dimension éthique de la liberté. Le fait que la liberté, ça n'est pas seulement un dispositif légal ou des conditions matérielles. La liberté, c'est aussi un effort. Et c'est un effort personnel. Alors là, je donne mon interprétation personnelle des Grecs. Je pense que Aristote ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je le comprends. Le fait que la liberté demande un effort et demande un travail sur soi. Et un travail sur soi permanent. Et que voilà, il ne suffit pas d'avoir son téléphone et de faire ce qu'on veut avec pour être libre. C'est même plutôt le contraire. Et là, j'aimerais bien rappeler une expérience qu'on peut tous faire, je pense. Ça nous arrive d'être à un arrêt de bus et de voir une dizaine de personnes qui attendent le bus. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir 10 personnes en même temps, toutes sur leur portable. Et moi, je trouve que c'est assez effarant, en fait, parce que dans ces cas-là, chacun a l'impression de faire ce qu'il veut, chacun a l'impression d'être, en fait, dans son petit monde et de répondre à ses copains, etc. Donc, on a l'impression d'être libre quand on fait ça. Alors qu'en fait, on n'est pas libre. Alors qu'en fait, quand on est tous à l'arrêt de bus et tous devant le portable, on fait tous la même chose en même temps. Et l'éthique des Grecs pourrait nous permettre de sortir de ça, je pense. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La question du je vais être platonicien, une fois n'est pas coutume. La question du dialogue des âmes.
ce qu'on vient d'avoir entre nous, c'est un dialogue. Et garder ouvert la possibilité du dialogue, remplacer les mots, c'est word against swords, c'est les mots plutôt que l'épée. Ça, c'est fondamental. Maintenir le dialogue social et dans le respect mutuel, c'est un truc fondamental. Et l'espace public créé par les Grecs, l'agora, l'assemblée délibérative, c'est l'espace du dialogue. Ça ne veut pas dire que les ententes sont faciles puis des accords faciles à obtenir. Il n'y a jamais rien de facile dans la vie humaine de toute façon. Mais je crois que c'est l'idéal qu'il faut conserver. Et comme disait Flora sur la liberté, il y a une phrase, je pense que c'est Paul Éluard qui dit la liberté est un mot qui chante. Il ne fait pas juste il vit, il chante. Quand on parle des libertés, c'est déjà plus banal, mais la liberté, c'est tout ce qui nous fait rêver. Et c'est un idéal qui doit demeurer, et jusqu'à preuve du contraire, les régimes démocratiques sont ceux qui permettent le plus de liberté, malgré leurs défauts. On va terminer avec une dernière question du public pour terminer le tout. S'il vous plaît, c'est une question, je ne vois pas le nom en tout cas. S'il vous plaît, pouvez-vous développer sur la notion de théorie, là j'ai pas mon grec ancien est loin. Et donc théorie et son appropriation par les sciences. Merci. Théorème, c'est un terme grec, la théoria, qu'on peut traduire soit par théorie, théoria, théorie, et on peut traduire aussi par contemplation. Il y a les deux aspects. Évidemment, dans la science moderne, il y a de la théorisation, l'aspect contemplatif paraît s'être absenté. Quoi qu'il demeure, en fait, parce qu'un scientifique, quelqu'un qui théorise, c'est quelqu'un qui s'absorbe quand même dans la pensée et qui entre dans une sorte de rêverie théorique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et souvent, de belles découvertes sont faites justement dans cette immersion en soi-même dans un cheminement théorético-contemplatif. On pourrait dire ça. Mais c'est un terme très très riche, celui de la contemplation, et c'est aussi l'activité la plus haute à laquelle un homme puisse accéder. Parce qu'évidemment, on peut courir vite, peut-être même plus vite que les chevaux, on peut lever des poids, peut-être, vous comprenez ce que je veux dire? Mais on peut exceller par l'intelligence et ce qui nous rend quand même, qui rend la vie humaine toute particulière, notre inventivité, les ruses de la raison, c'est quand même ce qui, pour les Grecs en tout cas, et pour moi aussi, de toute façon, qualifie de manière pointe là, identifie ce qu'il y a de spécifique chez l'homme. Madame Champion? Oui, alors ça n'est pas mon domaine, mais j'étais en train de me demander s'il y avait un mot qui correspondait à théorie en latin, et je ne crois pas. Donc ça serait un cas, il faudrait vérifier ça, mais ça serait un cas intéressant. Ils traduisent comment? Réflexion? Ouais, contemplation, je sais pas. Il faudrait vérifier ça, mais si c'est le c'est cas... peut-être à l'origine justement de la scission de théorie et théorie d'un côté, contemplation de l'autre. Ouais, il faudrait vérifier. Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est vraiment le cas, ça serait un des rares cas de concept qu'on a directement pris des Grecs, sans passer par les Romains. Intéressant. Et intéressant, c'est le mot, je pense, qui résume notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, M. Narbonne, Mme Champy. Donc, d'ailleurs, si vous voulez retrouver un peu les détails sur la carrière de chacun et chacune, vous les retrouvez dans l'événement Facebook qui a été créé là-dessus. On pourra aussi le mettre en commentaire, des liens là, vers leur carrière respective. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé avec vos questions aussi. Donc, je vous rappelle que c'était un direct Facebook qui est présenté par la chaire publique de l'Allier. Et merci beaucoup.